Résoudre une énigme archéologique est souvent une question de minutieuse recherche et d'inaltérable patience. Si l'on s'investit de manière intense et durable dans la question, la solution finira inévitablement par se dévoiler. Toutefois, il y a des exceptions à cette règle. Et ces exceptions se transforment en mystères archéologiques, certains desquels pourraient ne jamais être élucidés. Dans cette vidéo, nous vous offrons quelques-uns des cas les plus intrigants et mystérieux. Les Brothlé-Bidol, ou tablettes énigmatiques, sont des plaques en pierre ou en terre cuite datant de l'âge du bronze, plus précisément entre 2100 et 1400 ans avant notre ère. Environ 300 de ces artefacts ont été découverts à travers l'Europe centrale et orientale, notamment au sud du lac de Garde en Italie. 16 tablettes, dont le diamètre varie entre 0,5 et 0,15 mètres, sont ornées d'incisions représentant des figures géométriques telles que cercles, lignes, points et croix. Aucune des tablettes n'est identique bien que des traits récurrents y soient présents. La fonction de ces tablettes et la signification de leurs incisions demeurent indéterminées en dépit des efforts incessants pour les déchiffrer. Tandis que certains proposent que les tablettes pourraient servir de talismans ancestraux, d'autres soutiennent que les signes pourraient être interprétés comme une forme rudimentaire d'alphabet. Certaines hypothèses suggèrent que les tablettes pourraient servir à porter bon augure, tandis qu'une théorie plus largement acceptée postule qu'elles auraient pu servir de monnaie ancestrale pendant une ère dominée par le troc. Un projet international, impliquant plusieurs universités italiennes et étrangères, a été initié pour étudier ces tablettes. En utilisant des techniques innovantes de numérisation et de mesure tridimensionnelles, les chercheurs examinent les correspondances morphologiques entre les tablettes découvertes à des distances considérables les unes des autres. Peut-être obtiendrons-nous enfin quelques réponses de cette manière. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, votre contribution est très importante pour nous. Les pierres engrenages, ou cogstones, sont d'antiques artefacts américains dont le but initial demeure un mystère. 16 pierres fascinantes qui ressemblent à des engrenages ont été trouvées dans tout le sud de la Californie, avec de grandes quantités découvertes dans la vallée du Rio Santa Ana. Les pierres qui varient en taille entre 0,5 et 0,15 mètres de diamètre et jusqu'à 0,5 mètres d'épaisseur sont estimées avoir été confectionnées entre 6000 et 3500 ans avant notre ère. Les pierres engrenages présentent diverses caractéristiques telles que des concavités, des indentations, des rainures hémisphériques et des dents autour des bords, ainsi que des motifs qui rappellent des emporte-pièces. Ces caractéristiques sont présentes à des intervalles précis et récurrents. Environ 15% des pierres présentent un unique trou percé au centre. Curieusement, certaines pierres arborent un trou parfaitement carré au milieu, suggérant que leurs anciens créateurs pourraient avoir eu accès à une technologie avancée. Bien que l'usage de ces pierres demeure incertain, l'absence de tout motif d'usure et la conjonction de certains spécimens suggèrent qu'elles pourraient avoir servi à une fonction rituelle. Il est également incertain quant à qui aurait produit ces disques de pierre, mais il est supposé qu'ils pourraient être l'invention d'une ancienne civilisation perdue qui autrefois peuplait la Californie. Les pierres engrenages présentent une légère ressemblance avec les controversés engrenages de bronze préhistoriques découverts au Pérou, mais toute connexion entre les deux demeure spéculative. Au cours des fouilles, en vue de la nouvelle canalisation d'égouts à Londres en Angleterre, un squelette médiéval chaussé d'une paire de bottes de cuir montant jusqu'aux cuisses a été mis au jour sur le site de Chambers Wharf à Bermondsey. Il est estimé que ce squelette datant de la fin du XVe siècle a été retrouvé avec le visage tourné vers la vase, ce qui pousse les archéologues à émettre l'hypothèse que l'homme pourrait avoir péri en œuvrant à proximité du fleuve pour être rapidement enseveli par la boue à la suite d'une chute ou d'une noyade. Les bottes considérées comme un objet de luxe généralement légué, plutôt que jetées après la mort, étaient montantes jusqu'aux cuisses, ce qui laisse supposer qu'elles servaient davantage en tant que guêtre qu'à des fins esthétiques. Cela suggère que l'homme aurait pu être pêcheur-ramasseur d'objets fluviaux ou marins. L'homme, vraisemblablement âgé de moins de 35 ans, a eu une existence laborieuse et était atteint d'ostéoarthrite. Des sillons profonds détectés sur ses dents pourraient avoir été causés par une action répétée, telle que faire passer une corde entre celles-ci, pratique courante parmi les pêcheurs. La découverte effectuée durant les travaux sur le tunnel Thames Tideway de 24 km est considérée comme une trouvaille rare et fascinante par Mola Headland Infrastructure, le consortium en charge des fouilles.
il est fort probable que d'autres découvertes émergeront à mesure que ce projet progresse. À présent, tournons notre attention vers l'Inde pour examiner le fascinant Krishna's Butterball à Mamallapuram. Il est aisé de comprendre pourquoi cette formation rocheuse colossale porte un tel nom. La légende locale la décrit comme une motte de beurre que les dieux auraient dérobée puis précipitée depuis les cieux. Ce qui est le plus déconcertant et esthétiquement captivant à propos de Krishna's Butterball, c'est que la roche semble défier les lois de la gravité. Elle est en équilibre précaire sur un flanc de colline, mais demeure immobile. Les experts postulent qu'il s'agit vraisemblablement d'un phénomène géologique connu sous le nom de « erratique glaciaire », qui aurait été abandonné sur la colline lorsque la glace qui le soutenait a fondu. Néanmoins, la tradition hindoue soutient que Krishna, dans sa jeunesse, aimait subtiliser du beurre, et que ce ne serait qu'une portion conséquente qui lui aurait échappé. La pierre porte un nom alternatif, Vahan Iraikal, qui se traduit par « pierre du dieu du ciel ». Les enfants locaux dévalent la colline et jouent sur les flancs du rocher. Certains ont même tenté de le déplacer, mais jusqu'à présent personne n'a réussi à le bouger, ne serait-ce qu'un infime centimètre. Une fosse commune contenant les dépouilles de près de 450 individus supposés être des vampires selon la croyance populaire a été exhumée dans le village de Luzino en Pologne. Ce site funéraire découvert par des ouvriers routiers à proximité d'un cimetière du XIXe siècle témoigne d'une pratique macabre autrefois courante dans la région pour empêcher le retour des revenants. Chaque cadavre dans la fosse a été décapité, le crâne placé entre les jambes et une monnaie insérée dans la bouche. L'archéologue Maciej Stromski explicite que ces rites étaient accomplis par les vivants en réaction à la croyance locale en les vampires. On pensait que la décapitation entravait le retour des morts, tandis que la monnaie dans la bouche était censée annuler la malédiction vampirique, dont les détails ont été perdus dans les sables du temps. Des rituels supplémentaires tels que le positionnement de briques près des corps étaient utilisés comme barrière spirituelle pour confiner les revenants dans leur sépulture. Bien qu'il puisse être tentant de croire que de telles superstitions aient été éradiquées, il y a des siècles, voilà un témoignage manifeste que la croyance en les morts vivants demeurait prévalente dans certaines régions d'Europe il y a à peine 200 ans. À Varanasi en Inde, la démolition de bâtiments pour le projet du corridor du temple Kashi Vishwanath a abouti à la découverte de multiples constructions antiques foisonnantes de merveilles architecturales. Ces édifices sont si nombreux que le rapport détaillé du projet intègre désormais la décision de transformer la zone du corridor en un complexe dédié aux temples ancestraux en vue de leur préservation. Le processus de démolition a mis au jour un temple de l'époque de Samudragupta, entièrement dissimulé derrière des parois érigées pour la construction d'une habitation, y compris un sanitaire sur le sommet, à proximité du Ghat Manikarnika. En tout, 43 structures comprenant des temples ancestraux, des bibliothèques et des bâtiments d'importance architecturale ont été identifiées pour être préservées durant les démolitions. En décembre de l'an 2017, le gouvernement a alloué une somme équivalent à environ 80 millions de dollars pour le projet qui vise à faciliter l'accès au temple Kashi Vishwanath depuis les rives du fleuve Gange et inclura des installations telles qu'une réception principale, un système de sécurité policier et des guichets pour les réservations de cérémonies religieuses. Au regard de ces découvertes, il serait sage d'intégrer un musée au projet afin que les visiteurs puissent s'immerger dans l'histoire ainsi révélée. Dans un petit village gallois, l'archéologue Roderick Bale a fait une découverte remarquable près d'un ruisseau au cours d'une promenade vespérale en début de l'an 2017. Cette roche s'est avérée être la longtemps égarée pierre de Cillian III, supposée être un monument ecclésiastique potentiellement utilisé comme borne frontière ou pierre tombale. Datant du 9e ou 10e siècle, la pierre arbore une croix latine linéaire insérée dans un anneau losangique. Cette énigme lapidaire compte parmi les 28 disparus de la région sud-ouest du pays de Galles, bien que celle-ci de toute évidence ne soit plus égarée. Elle fait partie des 3 pierres connues au pays de Galles à présenter le même motif de croix losangique. La pierre a été absente pendant des siècles, le seul enregistrement de son existence étant un moulage en plâtre commandé par le Musée national du pays de Galles en 1914. Elle est actuellement exposée dans l'église de Saint-Sulien, suscitant un intérêt local et alimentant des spéculations sur d'autres vestiges historiques qui pourraient être déterrés dans la région. Le village de Cillian remonte au 5e ou 6e siècle.
et fut un site d'importante activité ecclésiastique chrétienne primitive. Il est plausible que les pierres manquantes se trouvent encore dans ses limites. Notre collection d'artefacts subséquentes est connue sous le nom des artefacts de Tucson, découverts aux abords de Tucson en Arizona dans l'année 1924. Ils sont également diversement appelés les artefacts de Silver Bell Road ou les croix de Tucson. Indépendamment de l'appellation que vous choisissez de leur attribuer, ils constituent une énigme métallique ancestrale. Cette riche collection de 31 objets a été trouvée par Charles Magnier lors d'une randonnée et comprend des croix de style chrétien, des artefacts métalliques façonnés en l'image d'épées courtes et quelques autres objets pouvant avoir une nature religieuse. L'aspect le plus insolite de l'ensemble de la collection est la présence d'un dinosaure gravé sur la lame de l'une des épées. Considérant que la date d'origine présumée des artefacts de Tucson est le 8e siècle, la présence d'un dessin de dinosaure serait a priori inconcevable. Entre le dinosaure et la qualité médiocre des inscriptions latines sur certains des autres objets, il n'est guère surprenant que de nombreux historiens aient réfuté la découverte comme étant une supercherie. Pour ceux qui maintiennent leur foi en son authenticité, néanmoins les artefacts de Tucson sont perçus comme des preuves de l'arrivée de colons judéo-chrétiens en Arizona il y a 1200 ans. La raison pour laquelle ces colons auraient eu connaissance de dinosaures demeure un mystère que même les théoriciens les plus marginaux peinent à élucider. Abordons désormais les mystères de l'Égypte antique et plus particulièrement l'un des plus énigmatiques. Un orifice se trouve à la partie supérieure du crâne de la Grande Sphinx, et nul ne semble enclin à divulguer sa destination. En réalité, fort peu d'archéologues souhaitent même envisager l'existence de chambres internes au sein de la sculpture. Cet orifice est manifestement visible sur les clichés anciens de la statue, mais semble avoir été récemment comblé. Il est probable que son existence était méconnue jusqu'à l'avènement de la photographie aérienne. À présent, il est interdit de photographier le plateau de Gizeh depuis une certaine élévation, indice manifeste que les autorités souhaitent garder certains secrets bien gardés. Le chercheur Robert Schoch affirme disposer de données sismiques indiquant clairement l'existence de cavités internes dans la Grande Sphinx, ainsi qu'un tunnel souterrain menant de cette dernière à la Grande Pyramide. Zahi Hawass a même diffusé une vidéo où il semble pénétrer dans ces chambres par le biais d'un orifice et découvrir un sarcophage, bien que son témoignage soit contesté et qu'il refuse désormais de discuter de cette vidéo. Quel mystère la Grande Sphinx renferme-t-elle et pourquoi nous est-il interdit de les découvrir? Quant au puits ancestral du château d'Édimbourg, cette structure aussi mystérieuse qu'ancienne fait partie intégrante du paysage architectural de la ville depuis des siècles. Ce puits qui s'enfonce dans le roc du château jusqu'à une profondeur de 33 mètres et demi remonte au temps de William Wallace et de Robert Bruce. Ce sont d'ailleurs les troupes de Robert Bruce qui obstruèrent le puits en 1313 afin d'empêcher son utilisation contre eux. Le puits fut remis en service après 1313, mais fut à nouveau comblé de débris pendant le siège de 1573. L'année suivante, en 1564, il fut nettoyé et agrandi pour s'adapter au nouveau système de défense de la batterie 2001. Ce puits, source primordiale d'eau potable pour les résidents du château, fut intégré aux ruines de la tour de David, qui s'effondra pendant le siège de 1573. En 1912, une analyse du puits fut menée par William Thomas Oldreive, architecte d'Écosse affilié à l'Office des Travaux, où il découvrit plusieurs objets d'intérêt y compris des boulets de canon, des fragments d'artillerie, un bouton de uniforme en laiton et une pièce de monnaie de demi-penny frappée en 1795. Une numérisation complète du puits fut effectuée par Historic Environment Scotland en 2018, révélant des pièces de monnaie modernes et, de manière plus étrange, un squelette de jouet en plastique. Les Égyptiens surpassaient tous leurs contemporains dans le domaine des arts et de l'artisanat, comme en témoignent 27 statues anciennes et majestueuses de Sekhmet, la déesse égyptienne de la guerre au visage de lionne. 16 découvertes ont été effectuées sur le site du temple d'Amenhotep, 3 sur la rive occidentale de Luxor. Chacune de ces sculptures est taillée dans du granit noir, une matière difficile à travailler, ce qui laisse à penser qu'elle a été choisie dans un but précis, peut-être pour sa durabilité. Si tel est le cas, le choix fut judicieux, car ces statues ont survécu pendant des millénaires. La majorité de ces sculptures dépassent 1,80 m de hauteur, bien qu'il en existe certaines plus modestes,
représentant la déesse assise sur un trône, tenant dans sa main gauche le symbole égyptien de la vie. Ce temple monumental s'étend sur près de 370 000 mètres carrés. Pour contextualiser sa superficie, équivaut à celle de 65 terrains de football américain. Les archéologues estiment que le temple a été en grande partie détruit par un séisme survenu approximativement il y a 3200 ans. De vastes efforts d'excavation restent à accomplir, donc d'autres statues et artefacts pourraient encore être mis au jour. Plus de 300 glyphes aquatiques ont été répertoriés dans le nord de l'Arizona, le sud de l'Utah et le Nevada aux États-Unis. Et leur provenance ainsi que leur signification demeurent énigmatiques. 6 symboles, composés de formes circulaires ou elliptiques, coupés par une ligne droite, sont supposés avoir au moins 2000 ans d'existence, bien qu'ils puissent être encore plus anciens. Certaines théories suggèrent que les ancêtres Puebloans auraient créé ces glyphes comme signaux directionnels vers des sources d'eau, tandis que d'autres postulent qu'ils serviraient de marqueurs astronomiques pour la civilisation Anasazi. Les glyphes mesurent environ 1,27 m de long et 63 cm et demi de large, avec des rainures creusées entre 1,5 cm et 2,5 cm de profondeur. Des variations dans la forme des cercles pourraient véhiculer des significations distinctes. Les Anasazi étaient une civilisation sophistiquée, connue pour son étude de l'astronomie et pour la construction de métropoles somptueuses nichées dans des falaises de grès. L'hypothèse la plus répandue quant à leur origine suggère que les glyphes servaient de marqueurs solsticiaux ou de calendriers ancestraux. D'autres théories proposent que les glyphes étaient utilisés pour capturer des oiseaux, jouaient un rôle important dans des cérémonies religieuses ou auraient même été réalisés par des immigrants espagnols illettrés. Malgré ces spéculations, des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour percer les mystères de ces énigmes. Pour demeurer à la pointe de l'actualité et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute.